Harald, que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui, qui est un ami proche, enseigne à l'université de Cambridge la philosophie politique, mais dans une perspective aussi d'anthropologie. Il multiplie les identités puisqu'il vient à la fois de Pologne, d'Allemagne, qu'il enseigne en Angleterre, qu'il a étudié en Italie, qu'il parle admirablement français. Il a organisé, c'est comme ça que nous nous sommes connus, il est membre de l'association Recherche Mimétique, il est membre aussi de l'association girardienne internationale COVER, Colloquium on Violence and Religion. Et Harald a organisé à l'université de Cambridge, donc en 2010, un colloque à Cambridge sur les nouvelles formes de conflictualité, les nouvelles guerres. Il est un des lecteurs extrêmement attentifs du dernier livre de Girard, mais aussi des autres, mais en particulier d'H.V. Clausewitz. Et il a publié l'an dernier un très beau livre que je vous recommande, Politics and the Sacred, donc la politique et le sacré, dont évidemment le clin d'œil à l'œuvre de Girard est clair, ouvrage tout à fait passionnant sur le théologico-politique, c'est-à-dire l'influence mutuelle du religieux et du politique, l'intrication des deux, l'émergence du religieux dans les promesses non tenues du politique, du religieux dans sa polarité essentielle, comme aurait dit Bergson, à la fois close et ouverte, un religieux qui est de violence ou un religieux qui est d'ouverture. Toutes les modalités de cette intrication complexe de ces deux sphères sont admirablement présentées dans ce livre avec une extraordinaire exhaustivité des dernières et récentes publications sur le sujet. Girard y tient une place importante, mais il n'y a pas que Girard, il y a Giorgio Agamben, il y a Michel Foucault, il y a bien d'autres auteurs que je ne connais pas. J'ai beaucoup appris dans ce livre. Et Harald, qui participa à notre séminaire interne à l'occasion des événements, avait prévu de faire une conférence qui se serait appelée « Comment peut-on être Charlie ?», c'est-à-dire s'interroger sur le slogan « Je suis Charlie » qui recouvrit très vite l'ensemble de l'identité des gens qui réagissaient à cette violence, qui était censé résumer l'identité de ces gens qui réagissaient à cette violence parisienne. Et puis, malheureusement, les événements de novembre dernier ont presque, non pas rendu caduque, mais ont aggravé encore la crise enclenchée par l'aube de cette année 2015. Donc, il lui a fallu changer rapidement le thème de son exposé, qui se trouve être exactement, avoir le même titre qu'un grand colloque qui a eu lieu il y a quelques jours. Son intervention s'appellerait donc « Qui est l'ennemi ? Réflexion sur la violence sans limite ». Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà, c'est super. Merci beaucoup, Benoît. On se reconnaît presque pas dans tes propos. Quelle louange. Je te suis très reconnaissant et c'est un grand honneur pour moi d'être ici et de partager quelques réflexions avec vous tous. Comme tu as bien dit, je suis un girardien d'une certaine façon depuis longtemps et c'est un grand honneur d'être ici à l'association de recherche mimétique qui est certainement l'endroit le plus intense et le plus distingué de la diffusion de la pensée de René Girard. Je vous demande justement un peu de patience avec mon français. J'essaie de m'exprimer le mieux possible. S'il y a des choses qui ne restent pas claires, vous levez votre bras et voilà, on va essayer d'éclaircir les choses. Dans un entretien pendant une émission télévisée très populaire, le 8 octobre, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré, je cite, « Nous ne pouvons pas fermer les frontières. Si on construit une grille, les gens chercheront d'autres chemins. » Pour un chef de gouvernement, cette déclaration a quelque chose de scandaleux. Si un État avoue que ses frontières sont incontrôlables, il n'a pas réussi à maintenir l'ordre légal. Juste avant minuit, le vendredi noir du 13 novembre, le président François Hollande a déclaré l'état d'urgence. Il a ainsi décrété la fermeture des frontières. Hollande a indirectement avoué l'échec de l'État de ne pas avoir pu éviter un acte de terrorisme sur son territoire. En Allemagne comme en France, un aspect central de l'ordre légal est mis hors fonction. Les raisons sont différentes, mais les conséquences sont analogues.
La déclaration de l'état d'urgence, c'est la mission qu'il faut des mesures exceptionnelles pour prévenir d'autres victimes. En Allemagne, la compassion pour la victime, le réfugié, a pris le dessus sur la légalité des limites qui protègent le territoire. Donc je voudrais m'interroger au début de ma conférence un peu sur les limites. Les limites sont essentielles en politique. Sans limites, il n'y a pas de pouvoir qui se porte légitime. Selon la fameuse conception du sociologue allemand Max Weber, l'État est l'unité qui revendique le monopole légitime de la force dans un territoire donné. Cette définition porte d'abord sur deux dimensions. Premièrement, les frontières protègent. Elles protègent parce qu'elles excluent. Afin de concevoir la citoyenneté comme unité morale et comme unité de droit, il faut se distinguer des autres, des étrangers. Sans une conception forte de l'extérieur, cette identité collective de l'intérieur n'est pas possible et pas pensable. Pour savoir qui nous sommes, il faut une conception de ce qui est dehors, de ce que nous ne sommes pas. Deuxièmement, la force de l'État limite l'usage de la violence par d'autres acteurs. Ces acteurs peuvent être des criminels, des traîtres, des ennemis de classe ou des terroristes. Afin d'achever une légitimité générale, l'État doit soit éliminer, soit les convertir en amis potentiels. Les moyens pour cela sont la justice sociale ou l'État-providence ou les garanties d'une protection des biens matériels et spirituels ainsi que des perspectives d'avenir en général. Si l'État a réussi à contenir la violence d'autrui dans les limites déterminées par sa propre violence, les sujets considèrent ces conditions légitimes. Or, il est fondamental de comprendre que la légitimité du monopole de la force n'est pas fondée sur la lettre du droit. Le droit s'applique tant que l'État peut limiter l'usage de la violence sur les territoires qu'il déclare contrôler. Dans des conditions normales, la différence entre le droit et les actes criminels est claire. Quand les limites s'effondrent, on se trouve dans une situation extraordinaire. Nous perdons nos repères. La perception de la menace de l'extérieur est plus importante que la relation intrinsèque entre le droit de la souveraineté. Une tradition importante de la théorie politique considère cette ambivalence fondamentale pour l'existence de l'État. Elle conçoit l'État non pas à partir d'une normativité légale, tout au contraire, selon Carl Schmitt, par exemple un penseur, un philosophe politique allemand, la souveraineté se base sur une Grenzerfahrung, une expérience de limite, un état d'exception. Ou, pour citer Max Weber, encore une fois, une außerordentliche Situation, une situation extraordinaire. Ici, on arrive à une troisième dimension des limites. Quand les limites cessent d'être valables pour tout le monde, les fractures qui s'ouvrent font éclater nos repères. C'est-à-dire le monopole de force de Max Weber n'est pas garanti ou invariant. Il peut être vanté, il peut éclater. Les limites du droit ne sont jamais des protections entièrement fiables. Justement, je voulais revenir à un autre théoricien de la politique très connu en France, Hannah Arendt, qui a dit « Les limites du droit ne sont jamais des protections entièrement fiables contre des attaques provenant de l'intérieur du corps politique. De la même façon, les frontières d'un territoire ne sont jamais des protections fiables contre l'action provenant de l'extérieur. Des valeurs n'existent pas comme mesure absolue ou objective. La valeur d'un produit n'existe pas au-delà des désirs des gens. Si l'approvisionnement du pain, des œufs ou du lait se fait précaire, les prix de ces biens de base augmentent. Si l'approvisionnement de la protection de la vie des citoyens se fait précaire, la peur et le désir de survivre deviennent plus urgents.
Hier, les citoyens se croisaient dans le métro, dans la rue ou dans les cafés avec indifférence. Aujourd'hui, les citoyens se taxent, se scrutent, jettent des regards suspicieux. Ils montrent une certaine nervosité dans les lieux publics à la vue des sacs à dos, des poubelles, etc. Le cauchemar de trop d'égalité devient réalité. Les gens se suspectent, se craignent. Quand les voisins s'arrêtent de se faire confiance, ils n'acceptent plus les frontières et les limites qui d'habitude ont gouverné leur rapport. Dans le cas de la Syrie, les problèmes des limites sont encore plus évidents. La génération Syrie paraît être à la base des attentats du 13 novembre. C'est de cette région déchirée par la guerre, d'où les gens s'échappent par millions. C'est aussi dans cette région où se radicalisent, où se sont radicalisés des hommes et des femmes déterminés à tuer les civils en masse au nom d'une idéologie, une religion ou un fanatisme quelconque. La Syrie n'est plus ce que les cartes nous montrent. Les cartes que nous avons sous nos yeux étaient d'ailleurs dessinées sur la base des accords secrets entre le Britannique Lord Sykes et le Français François-Georges Picot en 1916. Ils ont délimité les zones d'influence au Moyen-Orient entre la France et la Grande-Bretagne. Ces limites ont éclaté. La souveraineté de la Syrie est contestée entre au moins 3 entités qui réclament le monopole de force dans les territoires qu'ils contrôlent temporairement. Ce que se dessine à l'horizon pourrait devenir une triade d'un Sunnistan au centre, d'un Kurdistan au nord et un Chiistan à l'ouest de la Syrie et à l'est de l'Irak. Quoi qu'il arrive, chaque parti qui contrôle un territoire essaie de s'imposer, maintenir et étendre son monopole par la force. Mais les pays occidentaux, inclus la Russie, ont aussi largement contribué à effacer ces limites. Leur aviation bombarde différentes cibles en Syrie. Ils ne reconnaissent pas les limites qui contiennent la Syrie. Ils sont sans limite, n'ayant aucun respect pour les autorités concernées. Quand les limites habituelles éclatent, les citoyens réalisent que la protection qu'ils prenaient pour acquise n'existe plus. L'égalitarisme ainsi se fait destructeur, poussé par l'envie et la méfiance. On serait prêt à se nuire, à subir des désavantages importants, pourvu que notre ennemi soit frappé encore plus fort. Une anecdote russe l'exprime parfaitement. Je cite, « Dieu dit à un paysan russe, « Tu auras tout ce que tu veux, mais tu dois savoir que quoi que tu désires et obtiens, ton voisin aura le double. Qu'est-ce que tu veux ?» Le paysan répond, « Dieu enlève un de mes yeux. » Si la menace de la vie individuelle augmente, les identités qui jusqu'à maintenant ont défini la coexistence avec d'autres, l'éducation, le travail, le genre, la classe sociale, la religion, sont réduites à l'unidimensionnalité. On arrive à des oppositions entre nous et eux. Bon, voilà, c'était l'introduction. Et maintenant, je voulais juste vous faire savoir ce que j'essaie de développer. Je voulais introduire justement avec une réflexion sur les limites et comment on est arrivé à une situation où les limites font de moins en moins impression, ou pourrait peut-être de l'autre côté, où les États se rendent compte que les limites, c'est-à-dire qu'il faut revenir à une situation où on essaie de limiter ce que nous sommes. La plus ou moins la défaite du système Schengen est un exemple au sein de l'Union européenne. Donc mes réflexions essaient de capter la dynamique qui s'est mise en place depuis le 13 novembre. Ces réflexions ne peuvent pas être un plan d'action. Le seul objectif réel de la réflexion doit être l'effort de se distancer des émotions du moment. La France se trouve, selon les mots de son président et selon une conviction grandissante de l'opinion publique, en guerre. La question que je me pose est qui est l'ennemi? Je voudrais aborder cette question en proposant 3 types d'interrogations. Tout d'abord, comment s'identifier à l'ennemi quand on est confronté à l'illimité?
Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'a exprimé ainsi. Il faut mener 2 guerres. Une guerre du champ de bataille et une autre guerre de l'ombre. Cela veut dire qu'au champ de bataille, nous n'engageons pas nos troupes. Et la guerre de l'ombre implique essentiellement qu'on doit être préparé à subir plus de victimes entre civils, mais aussi à infliger des victimes entre les civils chez l'ennemi. On est arrivé à une situation assez paradoxale. En Allemagne, par exemple, l'Allemagne qui a accueilli à peu près, on ne sait pas les chiffres exacts, entre 800 000 et 1 million de réfugiés, largement provenant de la Syrie. Le Parlement allemand a décidé avant-hier d'envoyer 1200 soldats dans les régions limitrophes de la Syrie, dans la Turquie, dans la Méditerranée, pas pour des actions de combat, mais pour soutenir les alliés. Le problème ici, c'est qu'on va commencer à soutenir un régime d'où s'échappent tous les réfugiés qu'on accueille en Allemagne. Parce qu'évidemment, la conjoncture est telle que sans s'allier avec les troupes de ce régime qui dispose des troupes par terre qui peuvent combattre efficacement Daesh sont les troupes du régime Assad. Deuxièmement, ensuite, je voudrais examiner la notion de l'ennemi d'un peu plus près. D'habitude, l'ennemi incarne quelqu'un ou quelque chose qui est l'antithèse de nous-mêmes. On a entendu que la raison se trouve d'un côté et le fanatisme religieux de l'autre. D'habitude, on croit que l'islamisme extrême s'attaque à la raison, que la religion menace la liberté. Ici se trouve un mode de vie tolérant, ouvert, pluriel et démocratique. À l'opposé, on est confronté à l'obscurantisme des terroristes avec leur mode de vie arriéré, exclusiviste et ignorant. La thèse que j'essaie de défendre, c'est que la perception des extrêmes cache quelques liens fondamentaux qui attirent les opposants les uns aux autres. Enfin, j'aimerais esquisser les risques liés aux voies d'action proposées par le gouvernement et largement approuvées par l'opinion publique. Cela n'est pas du défaitisme, c'est plutôt reconnaître que tout est lié. Le rapport à l'autre est fondamental pour nous garder notre humanité, pour ne pas se perdre dans une spirale de destruction et autodestruction. Si on déhumanise l'autre, on risque d'entrer dans une spirale qui peut entraîner la perte de l'humanité pour soi-même. Il n'y a pas d'altérité qui exclut, mais qui essaie de réfléchir sur la position de l'autre. Interrogeons-nous sur la question si nous pouvons devenir notre propre ennemi. Venons au premier point. On a beaucoup parlé de la guerre récemment. On pourrait dire que depuis le 7 janvier 2015 ou plus tard, l'islam radical s'est identifié à l'ennemi de la République, ses valeurs et ses pratiques. Les Français, à leur tour, se sont identifiés aux victimes. Certaines parmi elles, comme Wolinski ou Cabu, étaient familières au plus grand nombre. Après le 7 et 9 janvier, on a clairement distingué entre bourreau et victime, entre l'ennemi et l'ami. Je voulais donc maintenant faire une réflexion sur la nécessité, dans une situation où les limites éclatent, de retrouver nos repères. Et une façon de retrouver nos repères, c'est de mettre sur place des frontières nouvelles, des marqueurs, des repères qui nous donnent un certain sens de où est une limite. Qu'est-ce que distingue nous des autres? Et je voulais faire quelques réflexions sur l'importance du sacré et la liaison entre le sacré et les origines politiques pour venir à justement constater à quelle mesure on est rentré ou on est en train de rentrer dans une dynamique où il faut du sacrifice, où au moins l'opinion publique est de plus en plus convaincue que le sacrifice soit une façon claire de redessiner les limites entre nous et les autres.
Donc les origines politiques sont sacrées, non parce qu'elles sont légitimes, elles sont sacrées parce qu'elles étaient violentes. Le sacrifice des ancêtres ou des soldats sont fondamentaux pour la légitimité de l'identité collective. Nous ne pouvons pas vivre sans que d'autres soient morts pour nous. La Révolution française a aboli le féodalisme, elle a détruit des églises et des monastères, et pourtant, elle a établi une transcendance, une nouvelle théologie politique. Cette nouvelle théologie politique se base sur une combinaison complexe, un excédent de terreur qui à la fois exerce une fascination. Le sacrifice est l'acte qui rend possible la différenciation entre la violence légitime et la violence illégitime. En relation avec l'exécution de Louis XVI en janvier 1793, Saint-Just a déclaré « On doit accuser le roi, pas pour les crimes de son administration, mais pour le crime d'avoir été roi. » Et Robespierre a rajouté « Louis doit mourir parce que la nation doit vivre. Louis ne peut pas être jugé. Il a été déjà condamné. Autrement, la République ne peut pas être exempte de la culpabilité. Vous demandez une exception à la peine de mort pour le seul homme qui pourrait rendre cette peine de mort légitime. » Je pense qu'il n'y a presque pas meilleur discours ou déclaration pour montrer qu'est-ce que ça veut dire détruire un sacré pour en créer un nouveau. Un régime constitutionnel est considéré comme un instrument qui impose les limites aux branches du pouvoir. Or, une constitution est tout d'abord l'expression d'une volonté, d'une croyance. C'est une croyance dans quelque chose qui donne la vie. Cette croyance s'enracine dans une violence et des fractures du tissu social. Elle maintient des principes qu'elle considère inviolables. On peut s'en rendre compte par l'importance du sens d'inviolabilité qu'on trouve souvent dans beaucoup de constitutions. Par exemple, la Déclaration de l'indépendance de l'Amérique parle des vérités naturelles et des droits inaliénables. Le premier article de la Constitution française parle de la République indivisible. Le premier article du Grundgesetz allemand, la Constitution allemande, dit que la dignité de l'être humain est intouchable. Quand le politique n'est pas engagé avec le sacré, ce n'est pas le politique. Les gens doivent reconnaître le bien et le mal afin de trouver des repères, le sens et l'assurance dans un monde plein de prédisposition à l'identité. L'État maintient sa supériorité parce que sa violence est considérée comme bonne, comme légitime. Tandis que dans les conditions normales, on ne peut pas sacrifier des personnes, le sacrifice archaïque continue à exercer une fascination. La mondialisation n'a pas produit la domination du droit. Le droit ne peut pas absorber la violence sacrificielle. Pendant des siècles, l'État-nation a mobilisé ses citoyens qui ont péri sur les champs de bataille. Ceci était l'ultime preuve du pouvoir souverain. Un excédent de terreur a envahi l'espace pacifié pour l'État. Et ça, c'est certainement clair après le 13 novembre. Les terroristes ont occupé la place du traître et de l'ennemi de classe. Le terroriste est à l'extérieur car il incarne une menace pour le monopole de force. Pourtant, ces ennemis terroristes proviennent de l'intérieur, en vertu de leur éducation, leur nationalité et leur familiarité de la vie quotidienne. Tout cela se passe, je pense, et j'en suis convaincu, sous un autre changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, quand même assez crucial, est un paradigme que je dirais est le changement de externaliser ou de montrer son identité collective d'une façon triomphale, qui est devenue une façon plutôt menée et dirigée par le traumatisme. Le sociologue allemand Bernhard Gießen soutient la thèse selon laquelle l'identité collective s'exprime dans la façon dont les groupes se mettent en scène, dans les pratiques par lesquelles ils se définissent, ils montrent ces définitions.
Le triomphe de la nation, par exemple, peut être considéré comme une nouvelle transcendance. Selon Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, des communautés politiques obtiennent leur force morale et leur longévité dans le temps des croyances de ce qu'il appelle des esprits captifs. Comme l'anthropologue Tal al-Assad l'a montré, les valeurs républicaines en France doivent être adorées. Et l'adoration se fait dans des grandes manifestations publiques nationales comme des funérailles, des marches, la libération de Paris, par exemple, 25 août 1944, c'est un grand exemple. L'identité collective nationale, après la Révolution française, a porté cet esprit du sacrifice en externalisant la violence à travers de l'énergie incroyable des armées napoléoniennes. Suite aux grandes guerres et des génocides au XXe siècle, la forme de l'auto-représentation de l'identité collective a changé. Le paradigme principal est devenu le traumatisme. Comme Didier Fassin et d'autres ont très bien démontré, de plus en plus dans le monde, aujourd'hui, nous nous attribuons le label de la victime pour justifier nos actes de vengeance, de haine ou de réplique de violence soufferte. On a assisté à un renversement de rôle, tandis que la ferveur du nationalisme a relégué les destins et les identités des victimes dans l'oubli. Le siècle des guerres totales, des totalitarismes et des génocides a transformé la logique. La réalité omniprésente des traumatismes, des victimes et des souffrances fait que les identités collectives se font victimes et que le sacrifice devient de moins en moins représentable. Dans le cas de l'Allemagne et de la France, cités auparavant, les fractures ont brouillé la distinction entre extérieur et l'intérieur. En Allemagne, les victimes demandent non pas seulement l'action humanitaire, mais aussi l'intégration dans l'espace intérieur d'une société libérale. En France, les victimes témoignent d'une transgression qui a bouleversé les limites habituelles qui contiennent nos espaces politiques. Bien qu'il soit devenu inacceptable de sacrifier des réfugiés, la pression en Allemagne pour introduire des zones de transition où on pourrait décider du sort des migrants en quelques jours était forte. On peut se réjouir du progrès de l'imagination démocratique, de l'humanitarisme, des droits de l'homme et de la justice sociale. Or, quand la souveraineté est attaquée, il faut sacrifier des libertés pour vaincre des ennemis. En ce sens-là, en décembre 2015, la France est aux limites. Il y a eu des victimes qui ont ébranlé la conception de ce qui est acceptable. L'État n'a pas pu exercer sa fonction de protecteur des civils. On a assisté à des violences inouïes qui ont frappé les innocents dans des espaces pacifiés. Si cette violence est une transgression, elle entraîne d'autres transgressions. L'État ne peut pas éviter ces transgressions une fois pour toutes. Elles sont plutôt une potentialité qui peut faire irruption à l'improviste. L'État dit que pour survivre, il faut sacrifier. Il faut sacrifier nos valeurs, quelques libertés, notre humanité. Certes, la rhétorique d'un État de droit ne permet pas de sacrifier. Les citoyens dans les démocraties libérales se sont accoutumés depuis longtemps à l'idée que le sacrifice et par conséquent le sacré sont des choses du passé. Ce sont des choses du passé. La satire de Charlie Hebdo était représentative d'une tendance à croire que rien n'est sacré. Il y a des voix qui croient qu'on peut réduire le sacré au discours. Il ne faut plus de rituels, il ne faut plus de symboles. On peut régler tout par le discours, c'est très habermasien. Et pourtant, l'invocation des limites absolues, des origines et des sources de nos identités qui ne peuvent pas être sacrifiées indique qu'on est prêt à défendre quelque chose qu'on considère non négociable et inviolable. Ceux qui invoquent l'union sacrée se sont faits bien plus nombreux. Et pourtant, une communauté politique demande que le peuple soit soumis à une autorité. L'État peut légitimement commander l'obéissance de ses citoyens dans la mesure où il maintient le contrôle sur ce qui est sacrifié. Quand l'État commence à douter de sa capacité de garantir sa propre survie, il devient évident qu'un État laïque ne garantit pas la tolérance. Il exerce plusieurs structures d'ambition et de la peur.
L'état d'urgence, par exemple, met les pouvoirs exceptionnels en place. On enlève les pouvoirs des juges pour renforcer les compétences des services de renseignement, juste pour donner un exemple. Cela nous amène au deuxième point. Pendant les dernières semaines, la rhétorique s'est durcie. Prenons quelques mots-clés qui ont circulé dans les dernières semaines. Il y a d'abord la guerre impitoyable déclarée par François Hollande, déjà le 13 novembre même. On a parlé de la barbarie, des monstres, du mal qu'il faut éradiquer une fois pour toutes. Le lendemain du vendredi noir, Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il fallait mener une guerre qui doit être totale. Il a peut-être, je ne sais pas si consciemment, je ne crois pas, repris la notion de la guerre totale qui a été créée par Erich Ludendorff, ancien général de la Première Guerre mondiale en Allemagne, dans un ouvrage de 1935. Il a répété, bien sûr, les mots de Joseph Goebbels prononcés en 1943 sur la guerre totale. Qu'est-ce qu'on fait dans la guerre totale? Dans une guerre totale, on mobilise toutes les ressources et infrastructures civiles comme objet légitime d'attaque. On justifie aussi l'usage d'armes et tactiques qui mènent aux victimes civiles et non combattantes. Notre humanisme nous fait rejeter la violence, mais cela ne nous empêche pas de se sentir provoqués, d'avoir envie de frapper un agresseur. Nous, les justes, avons des désirs méchants. Cela devrait nous indiquer qu'on ne peut pas distinguer les hommes entre les bons et les méchants. Bien sûr, le mal existe. Tuer des innocents dans les rues, dans les cafés, tuer un par un des innocents au Bataclan ou à l'hôtel Radisson au Mali n'a pas de justification. Mais est-ce que l'ennemi existe dans le sens qu'il peut être localisé, frappé et détruit? Le 13 novembre, les terroristes se sont vengés des attaques aériennes de l'aviation française contre Daesh. Mais il faut aussi dire, le massacre du 13 novembre a infligé l'horreur, douleur et désespoir. Mais est-ce que ça a été un acte de guerre? Il est peut-être plus adéquat de parler avec René Girard des états de violence qui s'emparent d'un monde où les limites s'effritent. La logique collective enveloppe des gens qui blessent ou tuent d'autres qui appartiennent à des religions. Mais justement, les attentats de Madrid en avril 2004 à la gare d'Atocha a été aussi revendiqué comme revanche suite à la participation de l'État espagnol à la campagne contre Saddam Hussein. Les terroristes de Charlie Hebdo ont créé « On a tué Charlie » et aussi « On a vengé le prophète ». Mais je voulais m'arrêter juste très brièvement sur une autre opposition, une opposition qui porte sur la distinction entre, d'un côté, entre les attributs qu'on donne aux deux parties qui sont confrontées l'un à l'autre. Souvent, l'ennemi est identifié comme l'islam dans l'Occident. Mais sans aborder la question très complexe de l'islam, on pourrait dire que la distinction principale porte sur l'opposition entre la foi des croyants et la raison des Occidentaux qui vivent dans des sociétés laïques. Si on accepte la logique qui oppose la foi des croyants à l'homme de raison, on doit inéluctablement avouer que la culpabilité est partagée. On me dira, l'Occident a appris sa leçon d'une façon très douloureuse. L'état de droit, les droits de l'homme et la responsabilité citoyenne sont des garanties pour ne pas compromettre nos vertus. Or, il est évident que la vertu de l'homme de raison peut devenir croyance et même fanatisme. L'homme de raison est responsable du fait de la peine de mort, des prisons, des guerres, des canons. Les deux procès de l'humanité les plus fameux, celui de Socrate et celui de Jésus, montrent que ce sont les hommes de raison qui tuent les croyants. La question n'est pas dans la possibilité d'éviter la tragédie avec des gestes qui auraient pu réconcilier ces tensions. Fondamentalement, on s'aperçoit ici d'un choc de deux mondes différents. Bien sûr, souvent les croyants ont pris l'épée. Ils ont massacré les hommes raisonnables, par exemple dans l'Inquisition, mais aussi dans les colonies et dans les croisades. Mais souvent, les croyants ont férocement résisté à ces tentations. La vie et la mort de Jésus ont renoncé quelconque violence. En outre, le croyant n'est pas automatiquement le prêtre ou l'imam. Le fanatisme n'est pas réservé aux groupes
qui croient en un Dieu métaphysique ou en une religion. Pour Alexis de Tocqueville, la Révolution française était politique, mais aussi religieuse. Dans son œuvre « L'Ancien Régime et la Révolution », il a écrit, je cite, « La Révolution française est donc une révolution politique qui a prise en quelque chose l'aspect d'une révolution religieuse. Elle a inspiré le prosélytisme et fait naître la propagande. Par là, enfin, elle a pu prendre cet aspect religieux qui a tant épouvanté les contemporains, ou plutôt, elle est devenue elle-même une sorte de religion nouvelle. Religion imparfaite, il est vrai, sans Dieu, sans culte et sans autre vie, mais qui, néanmoins, comme l'islamisme, a inondé toute la terre de ses soldats, de ses apôtres et de ses martyrs. La souveraineté, la citoyenneté et ses principes se basent sur la foi. Cette foi n'est pas une foi en une valeur naturelle, mais en un principe qui transcende les tâches quotidiennes et les résultats profanes. Comme a très bien démontré Albert Camus, dans son Homme révolté, je cite, « La Révolution française voulait abolir les rituels des pouvoirs de l'Ancien Régime. Elle s'est attaquée au pouvoir de l'Église catholique, elle a aboli la peine de mort, l'esclavage, le feudalisme. Mais la Révolution a bientôt érigé ses propres autels, où elle a sacrifié des vies pour que la nation vive. » On a ici un autre exemple de réciprocité mimétique. Plus on rejette un principe qu'on déteste, plus qu'on est amené à le suivre, voire à le perfectionner ou intensifier. Robespierre a porté cette logique au sommet. Il a déclaré « La vertu est rien sans la terreur. La terreur, par contre, est vide et destructeur sans la vertu. » Si dans la période de paix, le gouvernement se base sur la vertu, dans la Révolution, il est à la fois vertu et terreur. Vertu sans laquelle la terreur est fatale. Terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur, c'est rien d'autre que la justice rapide, sévère et inflexible. Elle émane de la vertu. La définition de Robespierre s'applique parfaitement, par exemple, à la guerre contre le terrorisme. La France, comme d'autres démocraties libérales, frappe des cibles dans des endroits où elle soupçonne des terroristes. L'homme de raison n'est pas seulement celui qui pense et réfléchit. Quand l'Inquisition espagnole a fait brûler un libre penseur, l'inquisiteur était l'homme raisonnable, l'organisateur le puissant, tandis que sa victime était le croyant. Dans les discours de la guerre classique, l'ennemi est placé à l'extérieur. Le principe de politique, selon Carl Schmitt, se base sur la distinction entre l'ami et l'ennemi. Avec la porosité des frontières, on se trouve devant une situation explosive. Les discours dans la sphère publique peuvent se tourner contre les menaces quelconques qui renforcent notre sentiment d'être victime. Cela vaut certainement